Vous écoutez une balado-diffusion du Centre canadien d'architecture. Pour plus d'informations au sujet de cette édition ou de tout autre programme du CCA, consultez le site cca.qc.ca. Je remercie le CCA pour cette invitation. Je vais présenter quelques projets comme ça pour qu'on comprenne un peu ce que j'ai voulu faire avec cette idée que la forme et la fonction suivent le climat. Peut-être que cette conférence est une sorte de complément de l'exposition, c'est-à-dire que l'exposition est plus un manifeste presque abstrait de ces idées. Et là, vous verrez en fait de quelle manière j'utilise ces concepts pour développer une architecture. Donc, une des choses qui est au préalable de mon travail, c'est effectivement ces trois dimensions qui sont la question du réchauffement climatique, et puis vis-à-vis de cette question-là, la réponse qui est apportée par le développement durable, et le troisième point qui est mentionné ici, les critères Minergie qui sont des critères de développement durable appliqués aux bâtiments pour l'architecture en Suisse et HQE en France. Donc la question du réchauffement climatique, effectivement, on a depuis quelques années le sentiment très fort que les activités humaines transforment le climat, réchauffent le climat. Et il y a eu les accords de Kyoto qui ont été faits dans les années 90. Et effectivement, un des grands objectifs aujourd'hui, c'est de réduire très fortement les gaz à effet de serre. Alors, si on regarde ça appliqué au bâtiment, on s'aperçoit que le bâtiment effectivement représente plus de 50% de la consommation de l'énergie et des gaz à effet de serre. C'est-à-dire que l'énergie employée dans le bâtiment, c'est l'énergie pour chauffer ou pour refroidir les espaces, et également l'énergie qui est employée pour chauffer l'eau dans le bâtiment. Donc tout ça représente en Suisse, en France également, à peu près 50% des gaz à effet de serre. Donc effectivement le bâtiment devient au centre de ces enjeux-là, et la réduction des gaz à effet de serre dans le bâtiment devient un enjeu capital de l'architecture d'aujourd'hui. Alors tout ça, moi je le prends comme un préalable, c'est-à-dire que c'est cette question-là du réchauffement planétaire et du développement soutenable ou durable appliqué au bâtiment sont les nouveaux éléments moteurs peut-être de la forme architecturale et de la fonction architecturale. Si on veut, peut-être que effectivement le béton armé a révolutionné l'architecture au XXe siècle, au début du XXe siècle. Peut-être les technologies numériques ont également transformé l'architecture à la fin du XXe siècle. Et aujourd'hui, je pense que les questions de développement durable vont transformer également la forme. Donc, plutôt que ça soit simplement des éléments techniques qui sont appliquées sur des formes préalables, des formes qui auraient été imaginées en amont il y a 10 ans, je me demande comment ces questions de développement durable appliquées au bâtiment peuvent transformer intrinsèquement la forme architecturale. Alors, par rapport au développement durable appliqué au bâtiment, le critère Minergie, qui est un critère suisse, qui cherche à diminuer très fortement l'énergie employée dans le bâtiment, travaille sur 4 points. L'isolation de l'enveloppe du bâtiment, un bâtiment très fortement isolé, avec une isolation périphérique en laine de verre ou autre chose comme ça qui passe jusqu'à 40 cm. La ventilation double flux, j'expliquerai pourquoi. Un redimensionnement des installations de chauffage qui sont souvent trop importantes par rapport à ce qu'il faut chauffer. Et puis l'emploi des énergies renouvelables. Alors,
par rapport à ces objectifs liés à Kyoto, liés au développement durable, là on a quelques chiffres et il y a un concept qui a été développé qui est cette société à 2000 watts. C'est-à-dire qu'on se dit que dans le monde, si on veut que le monde puisse se développer partout d'une manière convenable, il faut qu'on arrive partout dans le monde à que par habitant et par année, qu'on emploie à peu près 2000 watts d'énergie par personne. Alors quand on compare les chiffres ici au tableau, on voit que effectivement les États-Unis devraient diminuer très fortement leur consommation d'énergie pour permettre également aux pays en développement, à l'Afrique, où on voit les chiffres du Bangladesh, de pouvoir monter jusqu'à cette ligne rouge qui est la première à 2000 watts. Donc c'est-à-dire que les pays, l'Europe, la Suisse, les États-Unis, le Canada devraient descendre leur consommation pour permettre aux autres d'arriver à cette limite des 2000 watts. Alors, et à 2000 watts, on imagine que la société est durable, les développements sont durables à 2000 watts. Alors ça veut dire, par rapport aux bâtiments, qu'on devrait diminuer de 2/3 la consommation du bâtiment. Là, on voit tout ce qui est consommé aujourd'hui, et on devrait rétrécir toutes ces consommations-là pour arriver, donc c'est diminuer le développement durable. Il y a une idée de développement, donc, mais de manière durable. Donc quand on fait l'addition, on devrait pouvoir se développer 2 fois plus, permettre un développement, mais diminuer par 4 la consommation d'énergie. Si on donc ça arrive, c'est un facteur 8. Donc les bâtiments du futur doivent être 8 fois plus performants énergétiquement que les bâtiments d'aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de choses à faire pour que l'architecture corresponde aux objectifs de Kyoto et du développement durable. Alors là, on a quelques éléments, par exemple, de type de construction. Un bâtiment ancien, celui tout à droite, on voit l'énergie qui dépense, c'est 700 mégajoules par mètre carré. Avec les nouvelles techniques, avec une isolation très forte de 40 cm, avec un renouvellement d'air contrôlé, on arrive à descendre très fortement et on voit que les derniers bâtiments faits en Suisse peuvent arriver à une consommation de 100 mégajoules par mètre carré, donc 8 fois moins que des bâtiments d'autrefois. Donc on peut aujourd'hui atteindre ces objectifs-là, c'est-à-dire qu'on peut avoir des bâtiments qui consomment 8 fois moins d'énergie que les bâtiments construits aujourd'hui. Alors pour faire ça, donc pour arriver à cet objectif d'avoir des bâtiments 8 fois plus performants, on travaille sur ces 4 éléments-là: l'isolation de l'enveloppe du bâtiment, la ventilation double flux avec récupération de chaleur, les dimensionnements et la promotion des énergies renouvelables. Alors, bon, là on voit quelques éléments. On voit comment, en fait, comment l'énergie est consommée dans le bâtiment. Là, c'est tout ce qui est en bleu, c'est l'énergie qui est insufflée à l'intérieur du bâtiment, et tout ce qui est en rouge, c'est l'énergie qui est perdue. De manière hasardeuse ou maladroite parce que ça sort par les fenêtres, par des fissures dans les parois, parce que le bâtiment est mal isolé. Donc là, on voit la situation d'un bâtiment normal aujourd'hui. Et là, on voit la situation d'un bâtiment 8 fois plus performant. Donc on introduit beaucoup moins d'énergie et on en perd beaucoup moins parce que les parois sont beaucoup plus étanches, les fenêtres sont un double vitrage ou triple vitrage au lieu du simple vitrage, et tout est contrôlé, toute la maison est beaucoup mieux construite pour arriver à ça. Alors, ces éléments-là, ces différents éléments, mon intérêt, il y a d'une part un intérêt lié au développement durable, mais c'est surtout de comprendre de quelle manière tous ces éléments-là peuvent transformer la forme architecturale. C'est-à-dire qu'en tant qu'architecte, j'aimerais comprendre si ces éléments liés au développement durable peuvent transformer profondément la forme architecturale et peut-être même la fonction, la manière de travailler l'espace. Alors là, on voit un schéma des différentes préconisations, donc avec une enveloppe, une isolation thermique, avec les doubles vitrages, avec le renouvellement d'air. Et une des choses par rapport à ces éléments qui sont donnés là, c'est effectivement on doit traiter des éléments invisibles du bâtiment et notamment la question du renouvellement d'air. Alors
Je vais montrer deux projets pour commencer. Un qui travaille sur la question de l'humidité et l'autre sur la question de la température. Alors, vous allez voir, en fait, c'est-à-dire que je prends ces éléments techniques qui sont au départ purement techniques et j'essaye de les transformer en architecture. Alors, la question de l'humidité dans le bâtiment, elle devient importante dans la gestion du bâtiment lié au développement durable parce que on doit renouveler l'air. C'est-à-dire que quand on habite aujourd'hui avec les nouvelles préconisations du bâtiment, on arrive à comme je le décrivais, à des enveloppes très étanches avec une isolation parfaite. Donc on n'a pratiquement plus aucun échange avec l'extérieur. L'échange d'air avec l'extérieur doit se faire de manière contrôlée avec des ventilations double flux. Avec renouvellement de chaleur, enfin je montrerai le système tout à l'heure, et donc on doit renouveler l'air, c'est-à-dire qu'on doit renouveler l'air pour deux raisons, pour d'une part le recharger en oxygène puisqu'on le respire, on dégage du CO2, et d'autre part parce qu'on produit de l'humidité. Quand on respire, en fait on prend l'air qui contient peut-être 50% d'humidité relative dans l'air, on l'absorbe dans les poumons et quand on le recrache, on le charge à 90%. Donc cette humidité qui gonfle progressivement plus on respire, par exemple ici on est nombreux et donc l'humidité se charge, à un moment on doit la ventiler, on doit la faire partir aussi parce que l'air selon la température peut absorber une certaine quantité d'humidité. Si on dépasse un moment cette quantité d'humidité, ça va se transformer en la vapeur d'eau, l'air ne peut plus contenir cette vapeur d'eau. C'est autant de vapeur d'eau et donc ça se condense et ça se transforme c'est le phénomène de la pluie, c'est aussi le phénomène de la condensation dans le bâtiment, les raisons pour lesquelles il y a des moisissures qui apparaissent dans le bâtiment. Alors là je montre les questions des sources d'eau, de vapeur d'eau dans le bâtiment. Donc il y a quelques éléments. Par exemple, une personne endormie produit 40 grammes de vapeur d'eau par heure. Une personne en activité en produit 150. L'utilisation d'une cuisine en dégage 500 en 20 minutes et l'utilisation d'une salle de bain 800 grammes en 20 minutes. Donc on voit qu'il y a selon l'activité, il y a également un rapport à l'humidité qui se produit dans une pièce. Alors, un des problèmes, si on ne ventile pas assez ou si on change pas cette ventilation, cette humidité, cet air intérieur, il y a plusieurs problèmes possibles. Il y a d'une part le phénomène de condensation ça se rapporte au premier diagramme que je montrais tout à l'heure. C'est selon la température, qui est la ligne, on voit qui est la ligne en bas, des 0 degrés à 25 degrés. Les grammes d'eau d'un côté et les courbes de saturation, c'est-à-dire qu'à une température de 25 degrés, on peut avoir que 20 grammes d'eau, sinon on descend plus bas. Sinon ça se transforme en eau. Donc pour éviter ça, il y a plusieurs solutions. On voit c'est les deux possibilités qu'on a. C'est d'une part, soit il faut étanchéifier parfaitement l'isolation du bâtiment pour qu'il n'y ait pas un moment c'est-à-dire que le phénomène de condensation se produit quand il y a une différence de température. C'est ce qui se passe sur les vitrages, par exemple, quand il fait chaud à l'intérieur. Sur le vitrage, on verra, si on touche avec la main, il y a de l'eau parce que la température est plus froide et comme la température plus froide peut absorber moins de quantité de vapeur d'eau, cette vapeur d'eau se transforme en liquide. Donc il y a le phénomène de condensation. Donc soit on empêche le contact de l'air intérieur avec la température froide de l'extérieur, donc on isole parfaitement le bâtiment, ou alors on ventile plus rapidement pour renouveler, on change avant que ça se condense, on renouvelle l'air plus rapidement. Donc c'est ces schémas qui sont dessinés ici. Alors le premier c'est la question de l'étanchéité à gauche, et puis à droite la question de la ventilation. Alors la question de l'étanchéité, en fait, c'est d'une part c'est soit de laisser la vapeur d'eau migrer jusqu'à l'extérieur et sortir du bâtiment, soit c'est d'avoir des systèmes de ventilation, soit c'est d'utiliser en fait des barrières vapeur, c'est-à-dire d'empêcher la vapeur d'eau de traverser l'isolation et de rencontrer des surfaces froides, donc de la garder totalement à l'intérieur.
Ça, c'est La deuxième chose, c'est la ventilation, c'est-à-dire de renouveler plus rapidement l'air. Et là, une des préconisations qui est donnée, c'est ce que je montrais tout à l'heure, c'est que quand on dort, effectivement, on produit que 40 grammes d'eau, quand on est en activité 150. Donc, il va y avoir tout d'un coup un flux de l'air à travers la maison qui est lié au renouvellement d'air et à la ventilation liée à la question de l'humidité, de la vapeur d'eau dans le bâtiment. Donc, on va insuffler l'air neuf dans les parties les plus sèches et cet air-là rentre dans les parties les plus sèches, donc plutôt dans les chambres à coucher, passe dans le séjour où on est plutôt en activité et passe ensuite dans les cuisines, dans les parties les plus humides, dans les salles de bain ou dans les toilettes, également pour des questions d'odeur. Donc ça migre comme ça et et depuis les pièces les plus humides, ça ressort du bâtiment. Alors bon, là il y a quelques éléments de ventilation, et puis le nouveau système qui est développé aujourd'hui et qui est le plus performant écologiquement, c'est ce qu'on appelle les systèmes de récupération chaleur double flux, c'est-à-dire que on fait rentrer l'air neuf en haut qui passe dans cette machine qui rentre dans la partie c'est la partie rouge ici. Ça rentre dans cette pièce-là, c'est chauffé, disons qu'il fait moins 30 à l'extérieur. Cet air-là est chauffé à 20 degrés, repasse dans la salle de bain, ressort, mais avant de ressortir, elle donne thermiquement sa chaleur à l'air neuf qui rentre. C'est-à-dire qu'on préchauffe avec l'air vicié, l'air neuf qui rentre, sans échange chimique. C'est-à-dire que c'est un échange uniquement thermique, physique, mais il n'y a pas d'échange chimique, c'est-à-dire que le gaz carbonique et l'humidité, elles, ressortent de la maison. Donc ça donne des environnements étonnamment très contrôlées, c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui les maisons les plus écologiques sont les maisons les plus contrôlées, c'est les plus enfermées également qui établissent des rapports très contrôlés avec l'environnement. Et ça c'est un des éléments sur lequel il faut travailler de manière critique en tant qu'architecte, c'est-à-dire ne pas l'accepter comme un état comme un fait, mais d'essayer de trouver une intelligence par rapport à ça pour redonner pour donner des qualités par rapport à ces éléments. Alors là, j'étais un peu long peut-être avec les présentations de cette question de l'humidité, mais effectivement, elle est en amont d'un projet qui est présenté également ici, dans le livre qui est sur la table de la pièce noire de l'exposition. C'est ces maisons que j'ai appelées Mollier, en hommage, si on veut, avec ce diagramme de Mollier qu'on voyait au départ, ce rapport entre le taux d'humidité relative de l'air et la température, qui cherche à établir en fait une relation, à prendre ces éléments purement techniques qui sont aujourd'hui des éléments qui sont développés depuis quelques années pour ventiler le bâtiment, et je cherche à les mettre en amont du projet comme raison, comme force, comme raison efficiente comme ça de la forme architecturale. Donc ce projet-là est fait pour un lac à Vassivière dans le Limousin, où Gilles a également travaillé. Donc c'est on voit ici la ligne du lac et le bâtiment est construit sur l'eau. C'est cette rangée cette ligne de maison qui est construite sur l'eau. Alors on voit le plan, c'est-à-dire que le plan, je suis parti de cette question comme quoi peut-être finalement aujourd'hui, et c'est pour ça que cette phrase « form and function follow climate », c'est-à-dire qu'à un moment peut-être que le fait de faire une maison avec une salle de bain, un salon, une chambre à coucher, une salle à manger, finalement quand on étudie un petit peu l'histoire, et là je développe ça dans le catalogue du CCA, on s'aperçoit que c'est des programmes qui sont plutôt récents, ça date du 19e, début du 19e, le couloir, en fait l'invention du couloir comme typologie dans les maisons, c'est lié à la bourgeoisie, enfin l'apparition de la bourgeoisie au début du 19e siècle, et donc finalement c'est cette manière d'organiser l'espace selon des formes, des fonctions très établies, et plutôt récente dans l'histoire de l'architecture. Il y a un exemple
quand le Bernin a construit le Louvre, il n'avait absolument pas prévu une chambre à coucher ou une salle à manger, c'est-à-dire que tous les espaces étaient pareils. Et l'anecdote dit que Colbert lui a demandé où allait dormir le roi et qu'il a répondu que c'était pas une question d'architecture, c'était une question d'intendance. Donc ça, et on s'aperçoit également quand on regarde les anciennes maisons, il y avait des choses très étranges. Il y a énormément de pièces qui ont disparu. Il y a des pièces des noms de pièces qu'on ne connaît plus, comme le Bouarn ou alors la laiterie ou alors la voûte ou donc nous on connaît que la salle de bain, le salon, des genres de pièces qui ont oublié. C'est comme une évolution presque naturelle de la typologie architecturale. Et donc effectivement il y a autrefois dans des maisons de campagne, les vieilles personnes par exemple dormaient dans la cuisine, près du feu, qui était en même temps le salon. C'est-à-dire que c'était à la fois chambre à coucher, salon et cuisine au même endroit. Et par contre, le mur nord, qui était plus froid et plus humide, c'est là où on conservait le beurre. Donc il y avait des rapports climatiques comme ça dans la maison. Et par rapport à ce projet, je me pose cette question-là, comment peut-être ces questions liées au développement durable peuvent renouveler la forme architecturale et également la fonction de l'espace. Donc pour ce projet-là, je ne suis pas du tout parti de questions d'une composition d'une maison avec des espaces privés ou publics, ou nuit, jour, mais je suis parti sur la question de l'humidité, du plus sec au plus humide. Et c'est cette raison-là de la ventilation, de ce mouvement de l'air à travers la maison, qui à un moment détermine la forme de la maison. On voit le plan, en fait, l'air rentre dans la partie la plus basse à 30% d'humidité relative et migre à l'intérieur jusque dans les parties les plus humides. Là, on voit la coupe. La ligne bleue, c'est la ligne du lac. C'est construit directement sur le lac. Et la maison s'enfonce progressivement dans l'eau entre la partie à droite la plus sèche et la partie à gauche la plus humide. Et là, les fonctions qui sont, c'est mis sauna, chambre, salle de bain, cuisine, séjour, piscine, c'est des indications de fonctions possibles. En même temps, on peut migrer dans la maison, on peut choisir peut-être en hiver d'être plus au sec, en été plus à l'humidité. Et également, ça hybride certaines fonctions, c'est-à-dire qu'on le voit, là tout d'un coup, la salle de bain se retrouve au même endroit que la cuisine. Alors, bon, un détail de construction, le plan, la coupe et quelques images de ces maisons sur l'eau. On se rapproche comme ça, qui descendent. Il y a également une volonté paysagère de relation au lac, mais qui passe également là à un niveau physiologique. On voit la première pièce. Là, c'est cette sorte de salle de bain cuisine qui peut être également à séjour. Et puis cette sorte de séjour piscine, la pièce la plus humide. Donc on voit ensuite cette sorte d'emboîtement comme des poupées russes, de la pièce la plus humide, un peu plus sèche, et encore plus sèche, et encore plus sèche. C'est-à-dire que c'est finalement c'est cette technique de renouvellement d'air qui donne la forme à la maison. Et mon intérêt, c'est effectivement de trouver de nouvelles relations aussi sensuelles, parce que je pense qu'il y a une sensualité du rapport de l'habitation par rapport à des questions d'humidité dans l'espace qui peuvent naître de ça. Je présente encore rapidement un second projet, après je laisse la parole à Gilles, sur une question de température. Comme je disais tout à l'heure, dans le développement durable également, on préconise aujourd'hui des doubles vitrages. Ça, c'est depuis une vingtaine d'années même, mais on passe également au triple vitrage ou à des verres beaucoup plus efficaces au niveau du coefficient thermique. Là, on voit quelques modèles de fenêtres. Donc, le simple vitrage qu'on utilise de moins en moins, enfin en tout cas en Suisse, plus du tout. On voit les coefficients de transmission thermique, c'est-à-dire entre ces différents vitrages, 5,6 pour un simple vitrage, 3 et 2 pour un triple vitrage. Donc effectivement, on a beaucoup moins de transmission thermique, on perd beaucoup moins d'énergie avec un triple vitrage qu'avec un simple vitrage. Alors, moi, ce qui m'intéresse ici aussi, c'est tout d'un coup, effectivement, moi, ça m'intéresse pas d'être dans l'environnement le plus contrôlé et le plus autonome possible. Je me dis peut-être que quand on voit le triple vitrage, on s'aperçoit qu'il y a deux nouveaux espaces qui apparaissent. Il y a, si on veut, à droite, à gauche, c'est l'extérieur, à droite, c'est l'intérieur, mais on s'aperçoit qu'il y a deux petits espaces entre les vitrages qui naissent, qui apparaissent, qu'on ne connaissait pas autrefois, qui sont des nouveaux espaces qui sont apparus pour des questions techniques.
Et le propos, c'est un projet pour un musée qui ne va pas se réaliser en Pologne pour l'artiste Cantor. Et effectivement, c'était de travailler sur ces petits espaces et de se dire que, on voit ce petit diagramme, c'est que ces espaces intermédiaires dans la fenêtre, on pourrait les élargir, de passer de, ils font 7 mm aujourd'hui, et d'en faire des espaces à habiter littéralement, et à les agrandir, les augmenter jusqu'à ce qu'ils fassent 5 mètres ou 6 mètres d'épaisseur. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que là on a 1, 2, 3, 4, 5 vitrages. Ça donne que dans les parties intérieures, on va avoir un climat très homogène puisque le coefficient thermique est très fort. Par contre, dans les vitrages périphériques, on va avoir un coefficient plus faible et donc des variations avec l'extérieur plus fortes. Et si on compare, là on a une situation en hiver et une situation en été, on s'aperçoit que dans les couches au milieu, on a toujours à peu près la même température, autour de 20 degrés. Par contre, on va avoir des variations de température dans les couches intermédiaires, dans les couches de transition. Là, on voit les variations de température, donc plus froid à l'extérieur, un peu plus chaud à 16 degrés, 18 degrés, 20 degrés, et selon le côté nord ou sud, ça influence également. On voit ces variations de température comme ça dans ces différentes couches. On voit également là, on a les 4 couches, les 4 couleurs représentent les 4 couches et les variations de température selon les mois. Voilà. Alors, on voit le plan. La qualité n'est pas très bonne là du plan. Où ces espaces, en fait, c'est comme un élargissement, une dilatation comme ça de ces espaces-là. Et ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on trouve des qualités, on voit la façade du bâtiment et les espaces intérieurs qui sont où on habite ces entrevitrages qui se dilatent, qui s'ouvrent pour devenir des pièces réelles. Là, il y a une œuvre de Cantor qui était présentée et ces vitrages se resserrent. Donc, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que tout d'un coup, il y a de nouvelles qualités spatiales qui apparaissent, comme ça, ces entre-deux, et on migre de couche en couche, on traverse ces fenêtres, enfin, on traverse ces vitrages et on passe d'un endroit un peu plus froid en hiver, à un endroit un peu plus tiède, à un endroit plus chaud, et on migre comme ça, et donc il y a peut-être une nouvelle sensualité qui apparaît à travers des questions qui au départ semblaient purement techniques, mais qui, de manière, quand elles sont interprétées en tant que langage élémentaire de l'architecture, peuvent renouveler la forme architecturale et la manière d'habiter, la manière de concevoir un bâtiment. Je vais peut-être dans cette deuxième partie, présenter quelques projets encore. Également, essayer de montrer un des intérêts que j'ai, qui est une sorte de liberté que j'aimerais apporter aux questions de l'utilisation de l'espace. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais de ces pièces fonctionnelles, la salle de bain ou le salon ou la chambre à coucher. Et effectivement, je pense que ces nouvelles techniques peuvent peut-être libérer l'architecture d'une certaine fonctionnalité et permettre un autre usage de l'espace et peut-être des inventions de comportement ou de mode d'habitation. Donc, peut-être par rapport à ça, je reprends la question de la température. Quelques schémas où on voit la différence qu'il y a entre une isolation de 10 cm d'épaisseur et une isolation de 20 cm d'épaisseur. On voit l'énergie finale qui est consommée par rapport aux années, et donc l'économie qu'on peut faire simplement en doublant une isolation d'un bâtiment. Donc, effectivement, aujourd'hui, les bâtiments les plus performants, on passe jusqu'à 40 cm d'isolation. Donc, ça devient en même temps, ça coûte pas très cher parce que quand on installe l'isolation, on en rajoute juste un peu plus. Donc, c'est pas un geste qui coûte cher au départ, mais qui, effectivement, en 30 ans, fait économiser beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie. Une autre chose intéressante, c'est
le rapport physiologique à l'espace. C'est-à-dire que quand on commence à travailler sur des questions d'humidité ou de température, effectivement, on touche aussi à des questions de rapport au corps et une relation entre peut-être la nudité et l'activité et la température de l'espace. Là, on voit ce diagramme-là qui montre les relations entre selon qu'on soit nu, si on est actif, quelle température de l'espace on trouve confortable, si on est nu et inactif, quelle température il est nécessaire pour qu'on soit dans une situation confortable. Donc il y a tout un rapport à un moment qui existe entre l'activité, la température et aussi l'habillement. Je donnais tout à l'heure en fait un exemple, c'est-à-dire que effectivement, quand on repense aux films de James Bond et les environnements des années 70, où les gens sont très déshabillés dans des intérieurs très agréables, on imagine qu'il fait 22 degrés ou 23 degrés. On ne pourrait pas avoir la même chose s'il fait 18 degrés. C'est-à-dire qu'effectivement, là, tout le monde aurait des pulls et on n'aurait pas cette même atmosphère à l'intérieur. Donc effectivement, je pense que le rapport comme ça de la température et du comportement et du mode d'utilisation de l'espace devient également un élément sensuel de la manière d'habiter. Alors là, je montre quelques schémas, enfin quelques préconisations qui sont assez intéressantes, qui sont des préconisations suisses de chauffage des différentes pièces en fonction de leur destination. Une salle de bain, on préconise qu'elle soit à 22 degrés parce qu'on y est nu et donc on a une température plutôt chaude. Le séjour donc à 20 degrés, la cuisine 18 et 20 parce qu'on est debout et on bouge, la chambre à coucher entre 16 et 18 parce qu'on a des couvertures, les toilettes ou les corridors à 15 degrés parce qu'on fait que marcher. Ça dure 2 minutes et on revient, donc on n'a pas besoin d'avoir autre chose. Et la buanderie 12 degrés, enfin, les salles de sport par exemple c'est 14 degrés. Alors tout ça, ça peut paraître un peu mesquin comme différence, mais en même temps, si on chauffe tous les corridors de toutes les maisons durant tout l'hiver au Canada à 22 degrés plutôt qu'à 15 degrés, effectivement ça fait 5, 6, 7 degrés supplémentaires qui sont dépensés pour pas grand chose, qui sont perdus si on veut, multipliés par le nombre d'habitants, donc ça fait énormément d'énergie qui ne sert à rien. Donc ces préconisations là aujourd'hui, si on veut réduire la consommation d'énergie dans le bâtiment, deviennent importantes. Là, on voit également une chose qui est présente aussi dans l'exposition au CCA, dans mon installation, c'est cette variation qu'il peut y avoir par le principe d'Archimède entre l'air froid et l'air chaud. C'est-à-dire l'air chaud par une question de densité, l'air chaud effectivement monte et on voit quelques systèmes de chauffage avec un chauffage par radiateur ou chauffage par le sol ou chauffage de plafond. On voit qu'un chauffage par radiateur, par exemple, c'est cette courbe-là. Disons qu'on prend la température de 20 degrés, qui est une température normale. En fait, la température qui va être sous le plafond monte jusqu'à 28 degrés. Là, on voit, c'est cette courbe rouge qui monte jusqu'à 28 degrés. Donc, sous le plafond, dans un appartement, on peut mesurer avec un thermomètre. On aura les 20 degrés en bas, mais on aura 28 degrés sous le plafond. Et donc, cette différence de 7 degrés entre les 21 degrés en bas et les 28 degrés en haut, c'est également 7 degrés qui sont perdus durant tout l'hiver, multipliés par le nombre de pièces et le nombre d'habitants, qui ne servent à rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de chauffer à 28 degrés sous le plafond. Donc ça, c'est des éléments, tous ces éléments qui sont très, très techniques, on peut les réinterpréter, et là, et trouver des solutions par rapport à ça. Donc là, je remonte des questions d'isolation juste pour montrer effectivement cette isolation qui passe à 30 cm. Donc c'est toujours une isolation périphérique pour ne pas avoir de bond de froid continue en fait, une isolation qui fait l'ensemble du bâtiment. Et là, un projet qui est présenté qui avait été également dessiné pour Vassivière, qui est une maison dont la forme, si on veut, devient l'expression
de ce principe d'Archimède, en fait, de stratification verticale de la température. Donc, si on veut, c'est comme si dans cette pièce-là, on pensait que en bas, c'est la buanderie, là où vous êtes, à 12 degrés. Ici, ça va être la chambre à coucher. Un peu plus haut, ça va être le salon. Et tout en haut, là où ça va être le plus chaud sous le plafond, ça va devenir la salle de bain. Donc, à un moment, on vient habiter ces différentes couches d'air. On vient presque un peu comme dans des migrations ou des transhumances où on choisit le climat en fonction de son habillement ou en fonction du type d'activité. À un moment, la maison se stratifie comme ça dans la verticalité. Et ce qui m'intéresse aussi ici, c'est que là, bien sûr qu'il y a une sorte de fonctionnalité qui est donnée avec une entrée, chambre, cuisine, séjour, salle de bain. Mais en même temps, on peut imaginer migrer dans la maison, c'est-à-dire en hiver chercher plutôt la fraîcheur et redescendre plutôt en bas de la maison, et en été plutôt monter. Donc on a une liberté d'usage, c'est-à-dire que si on décide à un moment de plus dessiner des salles de bain ou des cuisines ou des chambres à coucher de manière fonctionnelle, à un moment, mais de travailler peut-être sur des questions de température et de variation de température, on peut ouvrir en même temps une interprétation fonctionnelle de l'espace. Là, quelques images de ce projet. J'ai voulu mettre en place une première pièce, la pièce blanche que vous avez vue, qui est en fait un climat avec une sorte de parcours de la lumière qui se déplace, qui est comme peut-être un mouvement du soleil qui peut tourner, comme ça crée une sorte de micro-géographie, c'est-à-dire qu'il y a tous les éléments dont j'ai parlé tout à l'heure, les questions d'humidité par exemple, peut-être qu'il va être un peu plus humide en bas à gauche et un peu moins à l'autre bout, la température peut-être sera plus élevée en bas, en haut sous le plafond qu'en bas. La lumière, en fait, selon sa position, va varier. Et donc, finalement, dans cette pièce qui, au départ, est une pièce normale, dessinée par 4 murs et un sol et un plafond, finalement, elle a toute une richesse intérieure de climat, avec des parties presque plus chaudes, plus froides, polaires, comme ça, toute une variété de climats qui peuvent être interprétés un peu de la même manière que je le décrivais avant, par des fonctions par différents modes d'habitation et différentes formes. Donc la première pièce est une production objective de ce climat, et puis dans la deuxième pièce, en fait, il y a une lecture de l'ensemble des éléments et une interprétation ensuite qui se fait en combinant des éléments qui sont pas forcément qui vont pas forcément ensemble, mais par exemple, effectivement, discuter dans une salle de bain, dans l'obscurité, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça pourrait être comme nouvelle forme de pièce. Donc ce n'est plus une salle de bain, mais c'est une sorte de pièce humide dans laquelle on discute, habillé ou nu. Voilà. Donc c'est toute une invention de possibilités futures d'utilisation de l'espace en fonction de ces nouvelles techniques qui sont appliquées dans le bâtiment. Et peut-être, effectivement, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une évolution comme ça de la typologie architecturale, c'est que peut-être à un moment, des nouvelles formes, des nouveaux usages peuvent apparaître qu'on ne connaît pas encore, mais qui pourraient devenir des nouveaux modes d'habitation et de rapport à l'espace à venir. Je termine par ce projet qui présente assez simplement cette idée également de liberté et de choix. On m'a demandé, en fait, il y a une nouvelle école des Beaux-Arts qui doit être réalisée d'ici quelques années à Nantes. Et on m'a demandé de réfléchir à qu'est-ce que pouvait être une école des Beaux-Arts aujourd'hui. En amont, quel programme pouvait être celui d'une école des Beaux-Arts en amont, c'est-à-dire que c'est aussi pour court-circuiter les procédures actuelles des concours, c'est-à-dire qu'il y a d'abord aujourd'hui des programmistes qui mettent en place le programme en fonction qui décident de faire une bibliothèque de 60 mètres carrés, et ensuite les architectes doivent interpréter formellement ce programme, mais ils n'ont plus de liberté de réinterpréter le programme lui-même. Donc par rapport à ça, les personnes de cette école des Beaux-Arts qui sont
qui sont intéressés à permettre à l'architecte de repenser aussi le programme lui-même, m'ont demandé de réfléchir à ça. Alors la proposition que j'ai faite est une proposition de travailler sur deux éléments simplement, un élément de lumière et un élément de température. Donc ça reprend un peu les éléments dont j'ai parlé tout à l'heure. Et là on voit le plan, il n'est pas très bon, mais si on veut, l'extérieur est tout autour, c'est un bâtiment, voilà, carré, enfin rectangulaire, et il y a une série en couronne en fait de différentes pièces. Si on veut, il y a 1, 2, 3, ça commence ici, 1, 2, 3, 4 pièces, ensuite 1, 2, 3, 4 pièces, ensuite 1, 2, 3, 4 pièces, 1, 2, 3, 4 pièces, comme une spirale un peu, il y a ces différentes pièces qui se suivent. Et le principe c'est que la première pièce là est tout en bas, sera la plus froide, et on monte progressivement à une pièce plus chaude, et dans le plan, il y a une gradation en fait entre ces 4 couches de lumière, c'est-à-dire que les premières couches seront très lumineuses et les couches intérieures seront très sombres. Et en coupe, par contre, il y a également 4 espaces qui sont du plus froid au plus chaud. Donc ensuite ça donne voilà, on a quelques images de ce pavillon. C'est-à-dire qu'on a à un moment une variété, c'est-à-dire qu'il n'y a plus une idée de programme, mais il y a une variété en fait de climat qui est mis en place, du plus froid au plus chaud et du plus sombre au plus lumineux. Donc ça fait 4 situations de température et 4 situations de lumière qui sont multipliées ensemble et qui donnent 16 possibilités d'endroits. Alors après, justement, peut-être que si on repense à l'histoire de l'art, on peut repenser que peut-être que quelqu'un qui peint comme au 19e voudra de la lumière homogène, comme la lumière du Nord du peintre du 19e qui peignait avec une certaine lumière. Quelqu'un qui travaille la vidéo ira plutôt dans l'obscurité, quelqu'un qui est debout ira plutôt dans le plus froid, quelqu'un qui est assis ira plutôt dans le plus chaud. C'est-à-dire qu'à un moment, l'architecture, effectivement, ne vient pas déterminer des programmes précis, mais plutôt des qualités qui ensuite peuvent être utilisées selon la pratique, selon l'usage, et peut-être même inventer aussi de nouveaux usages spatials. Voilà, je vais arrêter là.